En fait, là, ce soir, je suis en train d'écrire, je suis en train de résumer, ouais, on va dire ça, hein, résumer et schématiser euh, le développement de l'individu et les trois grandes structures qui sont détaillées du coup en psychologie clinique et en psychanalyse. Par le prisme du coup de l'individu. Le plus, comment dire, le plus complet. c'est- Quand, quand t'es pas à l'intérieur de la structure, parce que spoiler alerte, quoi qu'il arrive, t'es à l'intérieur d'une de ces structures. Mais quand t'es pas dans la structure, c'est facile de l'expliquer parce que tu le vois de l'extérieur. Mais quand t'es à l'intérieur, c'est plus compliqué de pouvoir développer quelque chose parce qu'il faut pouvoir le décrire depuis l'intérieur. Et c'est là où en fait j'ai du mal, c'est sur le groupe C du coup, qui est juste ici. Euh, c'est les nouveaux noms donnés par le DSM. Et c'est le groupe des névroses. C'est le groupe des névroses. Mais et c'est le, enfin, c'est simple parce que c'est quand tu le vis en fait, tu le comprends instinctivement, mais c'est compliqué de le formaliser et d'y mettre des mots corrects dessus et pouvoir développer dessus. Parce que je cherche pas à les décrire de manière détaillée, je cherche à les décrire en fait en fonction de l'individu et de l'individualité. Parce que pour moi, c'est la manière la plus naturelle de pouvoir après interpréter et comprendre les gens qui t'entourent. Et ça permet d'expliquer plein de choses. Mais après le travers en fait des études qui sont faites en psychiatrie ou en psychologie, c'est que ça ne se base que sur les pathologies, en fait, les cas pathologiques, donc le côté malade de chaque structure, et pas le côté sain. C'est la théorie primordiale de l'individu, selon le DSM-5, le DSM qui est le livre de référence en psychiatrie pour les maladies mentales. Du coup, a nommé groupe A, B et C, ce qui était anciennement appelé, et ce qui est toujours appelé en fait en psychanalyse, les psychotiques, les névroses, et après, selon les théories, c'est état limite, pervers, borderline, mais c'est plus ou moins la même chose. Groupe A, donc ce qui était anciennement les psychotiques. C'est le, c'est toute la structure en fait qui va regrouper les schizophrènes, les, troubles bipolaires et les paranoïaques. Pour faire en gros, il y a d'autres pathologies à l'intérieur, mais voilà, pour faire grosso merdo. Et du coup, moi ce que je viens d'écrire, c'est l'individu et les troubles qui peuvent survenir dans cette structure sont caractérisés par le manque de cloisonnement entre l'intérieur de la psyché de l'individu et son environnement. Ce qui se traduit dans de nombreux cas par des mécompréhensions et des mésattributions de ses propres possessions concrètes et abstraites, réflexion, pensée, envie, corps, etc. Et qui, dans les cas les plus sévères, peut entraîner des hallucinations ou des distorsions de la réalité. Dans les faits, le sujet est dans l'incapacité de reconnaître sa propre individualité. Je l'ai simplifié à mort comparé à ce que je comprends et ce que je sais. En gros, ouais, le groupe A, c'est justement en fait le fait que la personne ne soit pas capable de discerner ce qui vient d'elle, ce qui vient de l'extérieur, et elle va confondre les deux. Et c'est de là en fait où elle va avoir des hallucinations auditives, des envies qui viennent pas d'elle, ou essayer de projeter ses propres envies aux autres, à son environnement, etc. Et souvent, souvent du coup, tu vas avoir des hallucinations de ce type-là, donc auditives, visuelles, etc. Ça peut aller très loin. Euh, di- Quand je parle des distorsions de la réalité, ça peut être des personnalisations et... Ah, j'ai perdu l'autre symptôme. En gros, où la personne va voir son corps se distordre, ou avoir l'impression d'avoir des insectes à l'intérieur d'elle, ou de pourrir de l'intérieur, etc. Mais parce que, justement, il y a ce manque de compréhension entre l'extérieur et l'intérieur. En fait, les deux vont se mélanger. Groupe B, ou ce qui est appelé les pervers.
Contrairement au groupe A, le sujet est parfaitement clos avec lui-même. Il est taillé pour discerner son intériorité de l'extérieur. Par contre, il est incapable de reconnaître toute autre individualité que la sienne. Pour lui, l'autre n'est qu'un objet de plus dans son environnement qui n'existe que pour servir ses besoins. De fait, il est plus souvent incapable d'empathie, ou en tout cas très mauvais là-dedans. Faut que je reformule, mais l'idée y est. Ce groupe-là, ça va être tout ce qui va être pervers narcissique, manipulateur, castrateur. Le groupe B, les pervers, du coup, c'est vraiment... en fait, on le voit vraiment sur les narcissiques. C'est que dans les cas les plus extrêmes, il n'y a que lui qui existe. En fait, les autres, c'est juste des objets qu'il va utiliser pour servir son propre ego, son propre bien-être. Et tout faire pour justement servir son propre bien-être. Généralement, c'est des gens qui sont très intelligents. Justement. Et le groupe C, les névrosés, le sujet c'est la personne, c'est pareil. De ce groupe a bien intégré son individualité et est capable dans une certaine mesure de reconnaître l'individualité de l'autre. Donc il y a distinction entre la personne et l'environnement et les personnes extérieures. C'est le groupe où il y a le plus de représentants. En fait, je veux faire ça, je veux détailler les trois grands schémas psychiques. Parce que, sous le prisme du coup de l'observation de l'individu, parce que ça va me servir juste après, tu vois, le prochain sujet que je veux traiter, c'est la mutation de la société. Pour faire simple, en fait, on est passé d'une société à tendance psychotique, c'est-à-dire qui n'arrivait pas à se reconnaître et à reconnaître et à mélanger l'intérieur et l'extérieur, à une société à tendance perverse. Donc ouais, on est passé d'une société en fait à tendance psychotique, c'est-à-dire que l'intérieur et l'extérieur étaient très flous. Euh, comment dire? Comment expliquer ça? On peut le voir en fait dans l'histoire avec les sentiments d'ultranationalisme, etc. Les sentiments d'appartenance à une entreprise, une société, à l'ultranationalisme, dans une certaine mesure aussi les comment dire, les ultras des clubs sportifs ou etc. En fait, où il y a justement ce flou entre l'extérieur et l'intérieur de l'individu, et donc et entre chaque individu du coup à plus grande échelle. À une société du coup maintenant qui a tendance perverse, c'est-à-dire que la société, et ce qui en est fait, on dire, va utiliser les individus pour servir ses propres intérêts. Et c'est comment dire, du coup à tendance perverse, donc la société ne va pas se reconnaître elle-même ou en tant que groupe, etc., mais ne va pas reconnaître les individus et les individualités différentes. Et c'est ce qu'on voit beaucoup du coup sur Internet et sur Twitter, c'est justement ces emballements extrêmement rapides des gens pour pour des causes qui sont même pas forcément les leurs en fait. C'est parce que voilà, il y a sur sur internet, je crois que c'est les expériences de Milgram qui avaient montré ça. Il va falloir que je fasse des recherches là-dessus. Je sais plus quel psychologue avait fait des expériences. Milgram avait démontré dans ses expériences en fait que plus tu éloignes une personne d'une autre en termes de représentation, c'est-à-dire que moins elle va pouvoir voir la personne avec qui elle interagit, moins elle sera empathique. Les expériences de Milgram, c'est des expériences qui ont été faites dans les années 60, je crois. Je vais faire une recherche là. Expérience Milgram. Hop. 63, ouais, c'est ça. Fais coucou à la caméra. Ça, c'est Lupin.
tu le vois enfin. Pas content parce qu'il est très pudique ce chat. En fait, les expériences de Milgram, c'était après la. Donc, du coup, dans les années 60. Et c'était pour étudier la, la réponse à l'autorité. À quel point une personne peut obéir à un ordre aussi inhumain soit-il, enfin, ou aussi horrible soit-il. Et en fait, c'était donner des chocs électriques à une personne qui répondait mal, etc. Et donc, du coup, dans les variantes, tu vois que 65% des gens sont capables d'aller jusqu'à 450 volts et plus à donner un choc électrique à quelqu'un. Ça, c'est pour l'expérience de base en fait. C'est de là qu'est ressorti du coup le biais d'autorité, etc. Mais du coup, au-delà de ça, en fait, dans les variantes qu'il a fait, il a en fait plus ou moins, je dirais pas déconnecté, mais déreprésenté la personne qui recevait les chocs. C'est-à-dire que ça allait de la personne est dans la même pièce et c'est un acteur, il recevait pas réellement les chocs, mais c'était un acteur qui jouait la comédie du coup, et qui jouait le fait de recevoir les chocs, à euh, les deux personnes sont dans des pièces complètement différentes et elles ne l'entendent pas. Et en fait, il a été montré que moins la personne pouvait se représenter la personne en face, moins elle avait d'empathie et plus elle pouvait continuer dans ces choses horribles en fait. Et Internet, du coup, là où je voulais en venir, c'est que Internet illustre ça et du coup, le fait d'avoir un écran interposé, d'être dépersonnalisé, permet de ne pas de se couper de l'empathie en fait et d'être extrémiste dans ses idées et de passer du coup côté du côté pervers en fait groupe B parce que du coup tu ne reconnais plus l'autre parce que tu te le représentes, tu peux le voir sur Twitter avec les emballements, le wokisme, etc. En fait c'est que certains pour servir leur intérêt parce que ils ont envie d'être connus, parce que machin, parce que truc, euh, qui sont purement du groupe B hein, et qui se servent de techniques et etc. Et avec l'amplification d'Internet, en fait, qui justement coupe les personnes de cette empathie, fait que on passe sur une société à tendance perverse. Ah, il m'a mis des poils plein dans le nez, ce chat. Comment dire? Dans ce paragraphe, je vais essayer de développer un. Et 3, d'où vient le malaise, c'est je vais essayer d'expliquer pourquoi la plupart des gens avec qui tu peux discuter se disent ouais non, ça ne va pas, je ne sais pas comment faire, ou je suis pas bien, ouais, etc. Tu vois. Parce que il y a réel malaise et parce que la majorité des gens font partie du groupe C et c'est statistique. Mais groupe C, du coup, tu es quand même capable d'empathie et le fait de te couper de cette empathie, tu peux pas le faire indéfiniment en fait. Il te manque quelque chose et c'est de là que vient le malaise. Ce que j'essaye de développer là, euh, c'est euh, c'est les bases en fait pour comprendre les autres, comprendre l'autre, les autres, comprendre ce qui peut se jouer dans des interactions, de pourquoi quelqu'un s'énerve, etc. Il existe en fait 5 émotions basiques, et 5 émotions de base qui sont communes à toute l'humanité. Et toutes les autres émotions sont plus ou moins socioculturelles. Mais dans les faits, les 5 émotions de base, c'est la peur, la joie, la colère, le dégoût et la tristesse. Les 5 en fait ont une utilité. Et la colère en fait c'est un moteur, c'est quelque chose qui va te mettre en mouvement. Donc elle peut être explosive, elle peut déborder et on s'énerve, ça c'est le mauvais côté, mais c'est surtout que c'est un moteur et ça va pouvoir te permettre de t'avancer parce que quand tu es en colère, justement tu vois, tu bouges de l'intérieur, tu as besoin de bouger, tu as besoin d'exprimer quelque chose. Et donc cette colère, plutôt que de la laisser en général s'exprimer de manière violente, que ce soit par des mots, que ce soit par des gestes, tu peux, c'est pas exactement la garder, mais c'est la reporter pour en faire quelque chose. Mais en fait, ces 5 émotions-là, c'est des émotions primaires. Les autres, c'est des émotions sociales. C'est-à-dire que toutes les autres, la honte, etc., ça va te permettre d'interagir en société et avec les autres. Et c'est pour ça qu'elles ont des valeurs sociales. Mais en soi, la tristesse va te permettre de faire le deuil et de passer à autre chose. La- le dégoût va te protéger de quelque chose qui pourrait être empoisonné ou nocif.
La joie va te permettre de profiter de chaque chose et comment dire, de relâcher toutes les tensions, etc. La colère, comme je te disais, elle va te permettre de te mettre en mouvement. C'est l'énergie que ça va t'apporter. Et la dernière, la peur va te protéger de situations dangereuses. La base, c'est ça. Il y a des variantes. La peur, tu peux être tétanisé, ça va pas forcément te protéger. Tu vas pouvoir paniquer à cause de la peur, ça va pas forcément te protéger non plus. La colère, tu vas pouvoir t'énerver, ça va pas forcément t'aider à avancer, t'énerver. Parce que tu vas t'épandre dans tous les sens. Et en fait, ces 5 émotions sont communes à toute l'humanité. Quelle que soit la société, quelle que soit la culture, quelle que soit l'origine sociale. Ces 5 émotions sont communes à tout le monde. Et les autres, la honte, comment dire, l'amour, on va avoir d'autres. C'est purement des émotions sociales en fait, qui vont te permettre d'interagir avec les autres. Et donc elles vont pas être ressenties, elles vont pas être vécues de la même façon. Toutes les sciences et les disciplines parallèles à la psychologie sont extrêmement compliquées en fait à exporter dans d'autres pays parce que tu as cette notion culturelle qui rentre en jeu. Je veux pas m'arrêter sur le problème.